Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. Dans ce programme, on a à cœur de traiter des sujets qui touchent un public le plus large possible et c'est le cas du sujet d'aujourd'hui qui concerne un tiers de la population. On ne parle pas de pathologie mais de défauts visuels. La myopie, c'est le sujet du jour et on démarre avec notre question du jour. La myopie a-t-elle un caractère héréditaire ? Alors avant de parler d'opération, on va déjà comprendre et poser les bases de la myopie. Pour cela, à mes côtés, comme toujours, docteur José Periana. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien, comme d'habitude. Bon, super. Et également, le professeur David, vous êtes ophtalmologue. Bonjour, enchanté d'être là avec vous. Eh bien, merci d'honorer notre invitation. Alors, je le disais en introduction, la myopie n'est pas une maladie, c'est un défaut visuel. C'est un défaut visuel dû à la position de l'œil. Elle résulte lors de la vision de la production de l'image de l'objet regardé en avant de la rétine, ce qui va donner une image floue. N'est-ce pas, docteur ? Oui, c'est ça. En pratique, 99% des myopies sont dues à un œil qui devient un petit peu trop long au fur et à mesure de la croissance. Sur un œil normal, l'image se projette sur la pellicule de l'appareil photo, c'est-à-dire la rétine. Avec un œil trop long, l'image se projette franchement en avant de la rétine, ce qui résulte pour la personne qui souffre de ce défaut de vision, une image sans lunettes extrêmement floue de loin, alors qu'elle reste extrêmement bonne de près. D'accord. Et dans certains cas, quand elle est très poussée, cette myopie, on reste toujours dans un défaut. Est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait des complications ? Vous avez tout à fait raison. Dans un très petit pourcentage des patients, la myopie, lorsqu'elle devient vraiment extrême, avec un œil extrêmement long, se complique alors de problèmes médicaux qui concernent notamment la rétine, le cristallin, mais pas seulement. Bref, là, on peut vraiment parler d'une myopie maladie, mais c'est vraiment des cas absolument peu fréquents par rapport à l'immense majorité des myopies qui sont uniquement des problèmes visuels, comme vous le signaliez. Alors, on entend dire souvent que cette myopie, due à un défaut de l'œil, va se corriger au fur et à mesure avec l'âge. Est-ce vrai Non, dans l'immense majorité des cas, ça n'est pas vrai du tout. Si vous êtes fort myope à l'adolescence, vous resterez fort myope avec un besoin en lunettes ou en lentilles tout le reste de votre vie. Vous deviendrez également presbyte, c'est-à-dire avec votre correction de loin, vous commencerez à avoir du mal à lire les petits caractères comme la totalité de la population. Bref, ça ne se corrige vraiment quasiment jamais avec le temps. On peut souffrir des mêmes problèmes que la majorité de la population, mais sans que ça s'arrange avec le temps. Alors, on entend dire qu'il y a un côté héréditaire dans la myopie, c'est le cas ? Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a des familles de myopes. Alors, il n'y a pas un gène de la myopie, c'est multifactoriel, c'est multigénique. Il y a des facteurs d'environnement également. D'ailleurs, je signale que le nombre de myopes est en train d'exploser dans le monde à force de la sollicitation permanente de la vision de près. Si vous voyez ce que je veux dire, des écrans, etc. Donc, dans tous les pays industrialisés du monde, on constate une explosion du nombre de myopes due à cette sollicitation de la vision de près. D'accord. Pas de lien avec le soleil ? Non ? Alors, non, le soleil, il faut s'en protéger chez les myopes comme chez les non-myopes. Vous savez qu'ici, le soleil est quand même particulièrement difficile à supporter. L'irradiation est intense. Donc, c'est la source de pathologies telles que les ptérygions, les petites chairs qui poussent sur l'œil, vous savez, les cataractes précoces, etc. Ceci concerne les myopes comme les non-myopes. Et donc, comme tout le monde, ils doivent se protéger du soleil. Donc, les enfants de myopes doivent être suivis plus particulièrement encore. Tout à fait, exactement. Si votre papa est myope, si votre maman est myope, eh bien, vous avez beaucoup plus de risques que le reste de la population de devenir myope. Donc on peut conseiller aux parents myopes de regarder si leur enfant, par exemple, est obligé de se rapprocher très près, soit d'un tableau, soit de la télévision, pour pouvoir lire ce qu'il y a écrit dessus. Faire attention aux commentaires de la maîtresse ou du maître s'il signale que l'enfant commence à avoir du mal à ce qu'il lit au tableau. Et à ce moment-là, de consulter un ophtalmologiste pour pouvoir faire corriger optiquement cette myopie avant qu'elle soit pénalisante pour la scolarité de l'enfant. Alors, se rendre chez l'orthoptiste, c'est une première étape dans le diagnostic. On regarde le reportage et on en parle après. L'orthoptiste est le kinésithérapeute des yeux, dont le métier consiste à réaliser des actes de rééducation et de réadaptation visuelle. Au cours d'une séance d'une demi-heure environ, il évalue la motricité de vos yeux. Assistons à une séance avec Malik Akoma. Alors aujourd'hui, on reçoit Jaël, qui a 10 ans.
et qui se plaint de vision floue, intermittente, en fait, surtout au tableau, à l'école, elle ne voit pas bien le tableau. Donc, on va lui faire un petit examen de la vue pour vérifier si elle n'a pas un défaut réfractif. L'élément sur l'essai. Alors, on constate que déjà, entre 3 et 4 dixièmes, Jaël commence à faire des erreurs. Donc, elle commence à ne plus bien voir. Alors, on va vérifier l'œil gauche maintenant. L'œil gauche. L et un Z. Un E, R, X. H, D, F. N, V. D'accord. Là, on voit qu'elle commence à plisser les yeux. Elle commence à ne plus voir. Le plissement des yeux, c'est un signe souvent de myopie chez les enfants. Je vais faire un essai de correction avec les résultats que j'ai trouvés à l'autoréfractomètre. Alors, il faut savoir que les résultats que l'on trouve à l'autoréfractomètre ne sont pas forcément les lunettes qui vont aller à l'enfant, parce que l'enfant a un pouvoir accommodatif, c'est-à-dire qu'il peut zoomer et fausser le résultat que l'on trouve à l'autoréfractomètre. Ça peut donner ce qu'on appelle des fausses myopies. Donc là, on va juste faire un essai, mais par la suite, on revoit Jaël avec des gouttes dans les yeux qui vont permettre de stabiliser la vue, empêcher de pouvoir zoomer pour qu'on puisse avoir la vraie valeur, ce qu'il lui faut comme lunettes. Z, O, E, F. Au moment où l'enfant va revenir avec les gouttes dans les yeux, on va profiter du moment où l'enfant sera dilaté, parce que les gouttes dilatent les yeux, et permettre au médecin, à l'ophtalmologiste, de faire un fond d'œil et vérifier qu'il n'y ait pas de défaut organique, de problème de rétine ou de cristallin ou quoi d'autre. Et puis, suite à cet examen, on va pouvoir prescrire la paire de lunettes à notre patient. Dans l'étalé, D'accord. Continue. de tiers. D'accord. Très bien. Parfait. Alors, avant d'en arriver à cette étape de diagnostic, comment nos téléspectateurs peuvent savoir s'ils sont atteints de myopie? Quels sont les signes? Vous le disiez tout à l'heure, les enfants, ça peut être une difficulté à lire au tableau, des maîtresses qui vont tirer la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe? Oui, alors pour les adultes, c'est déjà moins fréquent puisque la plupart des myopies commencent dans l'enfance ou à l'adolescence. Mais le fait, par exemple, de suivre des études prolongées, d'être amené à lire toute la journée pendant plusieurs années, peut amener une myopie progressive qui peut commencer après la vingtaine. Donc là, les signes sont très simples. Eh bien, au lieu de voir net de loin, vous êtes obligé de vous rapprocher pour voir de la télé. Vous n'arrivez plus à lire les panneaux sur la route. Si vous constatez une baisse de la qualité de votre vision de loin, petit à petit, c'est progressif. Lorsque vous constatez que c'est un retentissement sur vos activités, là, il est indispensable en effet de consulter puisque vous aurez probablement besoin d'une correction optique, soit lunettes, soit lentilles, pour pouvoir retrouver une vision claire de loin et ne plus être handicapé dans la vie quotidienne. Alors, pendant longtemps, les myopes étaient affublés de grosses lunettes épaisses concaves qui entraînaient les moqueries de ses camarades d'école. Oui. Est-ce que la situation a changé au niveau des verres? Oui, la situation pour la correction optique des myopes, comme le reste de la technologie, a beaucoup évolué. Maintenant, même pour les myopies assez fortes, les opticiens et les fabricants de verres arrivent à faire des verres amincis qui permettent de porter une correction, même pour des myopies fortes, sans que ça soit ni choquant, ni pénalisant esthétiquement. Voilà. Le reste des corrections optiques, comme les lentilles de contact aussi, se sont beaucoup améliorées au point de vue biomatériaux, au point de vue respect de la physiologie de la cornée. Et bref, que ça soit en correction optique lunettes ou lentilles de contact, oui, il y a eu énormément de progrès dans ces dernières années. Et ce que vous signaliez, qui était franchement pénalisant pour beaucoup de personnes, peut ne plus l'être maintenant si on s'adresse à des gens qui ont l'habitude de corriger ce type de myopie. Est-ce que les myopes doivent porter aussi une protection contre le soleil, les verres de soleil? Oui, tout à fait, comme le reste de la population. Les myopes extrêmement forts dont je parlais en introduction, qui vont présenter par exemple des cataractes plus précoces que la moyenne des gens, etc. Donc encore plus de raisons de se protéger effectivement du soleil comme j'insiste un petit peu, mais le reste de la population. Alors, vous parliez également de lentilles de contact. À partir de quel âge on peut porter des lentilles? Les enfants aussi peuvent en porter? Oui, alors les enfants, c'est relativement peu conseillé, sauf
lorsque les parents peuvent parfaitement gérer la situation. Et par exemple, il y a des situations particulières comme forte myopie d'un côté, pas de myopie de l'autre côté. Donc pour éviter un développement un petit peu paresseux de l'œil atteint, on conseille de porter une lentille, par exemple, d'un seul côté. Pour la plupart des myopes qui ont une petite myopie des deux côtés, personnellement, comme beaucoup d'ophtalmologistes, je pense qu'il est licite de recommander des lentilles de contact à partir du moment où l'enfant peut parfaitement s'en occuper d'un point de vue hygiène, peut assurer tout seul le maintien de ses lentilles, le nettoyage, etc. Donc en pratique, c'est très rarement possible avant l'adolescence. D'accord. Alors, la prochaine étape, certains, on en venait tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure avec la question du jour. On peut souhaiter se faire opérer. Il y a une dame qui souhaitait se faire opérer. Comment ça se pratique? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça Oui, alors la chirurgie de la myopie au laser, puisque c'est comme ça qu'on opère 99% des myopes à l'heure actuelle, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'an prochain, on va fêter les 30 ans des premières interventions au LASIK ou au laser, telles que vous allez les voir tout à l'heure dans le reportage. Donc évidemment, la technologie a énormément progressé depuis ces 30 ans, mais même il y a 25 ans, quand je faisais ça, à l'époque c'était à Paris, on avait déjà d'excellents résultats. Avec les technologies actuelles, effectivement, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement courant. Et là aussi, l'informatique est rentrée de plein milieu parce que tout est calculé avec une assistante informatique. Tout à fait. Nous avons des moyens techniques d'analyser la forme de la cornée en préopératoire, son épaisseur sur toute sa surface, ce qui nous permet d'une part d'exclure des gens qui ne seraient pas des bons candidats à cette opération. Donc lorsqu'on veut se faire opérer, vraiment la première étape, c'est de prendre un rendez-vous sur une consultation spécifique de chirurgie réfractive, durant lesquelles on va vous faire des examens qu'on ne vous fait pas d'habitude pour déterminer si vous êtes opérable sans risque. Si on constate qu'il y a un petit doute sur la régularité de la cornée, etc., on ne va pas prendre de risque, c'est une chirurgie fonctionnelle, donc on vous déconseillera l'intervention. Est-ce que ça dépend du degré de la myopie? Est-ce qu'il faut qu'elle soit forte pour se faire opérer ou pas forcément? Ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'elle soit faible? Non, pas forcément. Alors pour nous, techniquement, c'est beaucoup plus facile d'opérer une myopie faible qu'une myopie forte, mais même une myopie forte, on en opère toutes les semaines, les résultats sont excellents également. Alors après, ça dépend de la demande visuelle des gens. Par exemple, nous sommes parfois amenés à opérer des gens relativement jeunes, sans être absolument certains que la myopie va être absolument stabilisée, lorsque, par exemple, il y a des indications professionnelles. Par exemple, quelqu'un qui a réussi le concours de police et qui se présente à la visite médicale, on dit « Ah bah non, vous êtes myope, on est désolé, on ne peut pas vous intégrer comme on vous l'avait dit ». Ce sont des gens qui se font opérer relativement jeunes. Dans l'aviation. Oui. Voilà, dans l'aviation, tout à fait, pour indication professionnelle. Sinon, il faut conseiller aux gens d'attendre que la myopie ait fini d'évoluer, c'est-à-dire qu'elle soit stable depuis 2 ou 3 ans, pour envisager une intervention, de façon à ce qu'on ne constate pas une petite évolutivité de la myopie après celle-ci. Donc en pratique, les gens qui décident de se faire opérer, habituellement c'est après 20 ans, 22 ans, 23 ans, une fois qu'on est sûr, ou un petit peu plus même, une fois qu'on est sûr que la myopie de la personne est stabilisée. Alors, vous dites à l'adolescence, à la fin de l'adolescence, mais est-ce que vous avez plus de demandes de la part de femmes pour des raisons esthétiques ou plus d'hommes? Alors, déjà, la fin de l'adolescence pour la myopie, c'est encore un petit peu trop tôt. Je conseillerais d'attendre un petit peu après. Vous avez raison. Alors, nous opérons en pratique, dans les statistiques, quasiment autant de femmes que d'hommes, peut-être un tout petit peu plus de femmes. Il y a beaucoup de... C'est pas souvent purement esthétique. Il y a beaucoup de raisons fonctionnelles. Je vais vous donner des exemples. Il y a des hommes qui travaillent à l'extérieur avec des lunettes. Ils sont dans des conditions soumis à la pluie, par exemple dans le bâtiment, à la pluie. Quand il fait chaud, ils passent à la clim, il y a de la buée, etc. Bref, ils sont gênés en permanence dans leur travail. Donc ces gens-là décident de se faire opérer parce que c'est très difficile d'exercer, par exemple, leurs activités professionnelles avec les lunettes. Il y a aussi, effectivement, quelquefois, des gens qui, tout simplement, décident de pouvoir vivre librement, de voir clair le matin en se levant, et pour des indications, donc des raisons uniquement de confort et esthétique. Mais ce n'est pas la majorité, quand même. D'accord. Alors, justement, pour y voir plus clair, sans jeu de mots aucun, je vous propose qu'on regarde ce reportage sur la chirurgie réfractive au laser. La chirurgie réfractive regroupe les opérations des yeux au laser destinées à réduire leur dépendance à une correction optique en lunettes ou lentilles de contact. Le professeur Thierry David nous parle de 2 méthodes utilisées et dans quel cas.
Oui, alors pour la myopie simple, il y a deux méthodes. La méthode la plus ancienne, la première pratiquée, consiste tout simplement à appliquer le laser sur la surface de la cornée. On met des gouttes d'anesthésie, on passe une petite spatule qui va lisser, sécher la surface de la cornée pour le laser, et le laser travaille et corrige la myopie. C'est simple, facile, rapide, absolument indolore et vraiment excessivement peu risqué. Cette méthode marche très très bien pour les myopies faibles, pas trop importantes, faibles à moyenne. Et à 1 an, le patient a une excellente vision avec une cornée totalement claire, qui fait que s'il va voir un ophtalmologiste pour une autre raison, s'il ne dit pas à l'ophtalmologiste qu'il a été opéré, l'ophtalmologiste ne le verra pas, ça ne laisse pas de cicatrice. Cette méthode, elle a deux petits inconvénients. C'est que dans les suites, quand le patient rentre à la maison, ça fait un petit peu mal, on a du mal à ouvrir les yeux à la lumière, etc. pendant 2 à 3 jours. Et la récupération visuelle est un petit peu plus lente qu'avec l'autre méthode. Il faut attendre une petite semaine pour avoir une vision correcte de loin, qui permet par exemple de conduire. Et ensuite, la vision va continuer à s'améliorer en qualité dans les semaines qui suivent jusqu'à devenir bonne, puis ensuite très bonne, puis ensuite excellente. Cette méthode s'appelle le laser de surface. La deuxième méthode est une méthode qui a été inventée aussi il y a assez longtemps. On va fêter ses 30 ans l'an prochain. Elle consiste à ne pas faire le laser sur la surface de la cornée. On découpe une petite lamelle cornéenne que l'on soulève, on appelle ça nous le capot dans notre jargon. On fait le laser dans l'épaisseur de la cornée, on rabat le petit capot cornéen qui cicatrise en quelques jours. Comme en surface il ne s'est rien passé, c'est une méthode qui va donner exactement les mêmes résultats que la première, mais qui est un petit peu plus compliquée chirurgicalement. Elle a comme avantage de permettre une récupération bien plus rapide. Dès le lendemain, on peut se débrouiller sans lunettes. Et elle a comme deuxième avantage d'être peu ou pas du tout douloureuse dans les suites. Alors, le LASIK, on ne peut pas le faire chez absolument 100% des gens. C'est pour ça qu'il est nécessaire de faire un bilan préopératoire pour déterminer quelle est la méthode qui va être le plus adaptée à votre myopie, à votre cornée. Et on en discute ensemble avec le patient. S'il y a une méthode qui s'impose, on lui explique pourquoi. Souvent, on peut faire soit l'une, soit l'autre méthode, on en discute et puis on choisit ensemble la méthode la plus appropriée. Voilà. Maintenant, j'ai opéré des milliers et des milliers de personnes. Jamais personne n'a perdu une vision de façon inquiétante ou dommageable à la suite de cette intervention, ce qui est tout à fait normal puisque le risque de complications est absolument infinitésimal. Par exemple, bien moins important que le risque d'avoir des complications à porter des lentilles de contact. Ça a été prouvé par des tas d'études. Voilà. Regardez. Oui, non, oui, rien à voir. Ça n'a rien à voir, hein. Alors c'est toujours impressionnant de voir cette intervention. Pour vous, j'imagine que c'est un peu routinier finalement, ça ne l'est plus. Oui, tout à fait. Ça fait plus de 25 ans que je fais cette intervention. Voilà, c'est tout à fait, c'est très standardisé. C'est tout à fait normal que ça puisse être impressionnant pour des gens qui vont subir l'opération, etc. Mais honnêtement, non. Pour nous, effectivement, c'est une intervention extrêmement routinière. Et toutes les interventions sur l'œil ou sur le cerveau ont une connotation un peu particulière en plus. C'est vrai, dans l'inconscient des gens, le cerveau bien sûr, l'œil également. Il y a beaucoup de gens qui sont très très impressionnés par le fait de se faire toucher l'œil par des instruments, même par un laser. Donc on le sait, nous avons l'habitude de gérer ça. Donc en pratique, c'est notre rôle de mettre le patient en confiance, de bien lui expliquer comment va se faire l'intervention. J'explique toujours à mes patients comment ça va se passer, les étapes successives. Je leur précise que c'est totalement indolore, bien que l'anesthésie soit juste avec des gouttes. Et en discutant tout simplement avec les gens, on arrive à les rassurer et ça se passe très bien. Alors, dans les questions... J'allais poser une question. Il ne vous est jamais arrivé qu'un patient fasse machine arrière au dernier moment parce que trop impressionné par Alors, c'est une très bonne question. Écoutez, je vous dis, ça fait 25 ans. Je n'en ai pas le souvenir. D'accord. Bon, je n'en ai pas le souvenir. Je pense pas. Parmi les questions qu'on doit vous poser, est-ce que vous pouvez voir après et est-ce que vous allez opérer les 2 yeux en même temps? Alors, quand les gens me demandent est-ce qu'on opère à 2 yeux en même temps, je dis non parce que d'abord j'ai qu'un laser et puis je ne suis pas ambidextre parfaitement. Donc en pratique, après une année, la première année, il y a 29 ans, 28 ans, où on a opéré un œil, puis l'autre œil une semaine plus tard,
Honnêtement, ça embêtait tout le monde, le patient qui voyait bien d'un œil et pas De de l'autre. rendez-vous, Voilà. de Donc depuis organisation. largement plus de 25 ans, nous opérons les deux yeux lors de la même séance, l'un à la suite de l'autre. Mais bien évidemment, il n'y a rien qui touche le droit qui va ensuite toucher l'œil gauche. On fait la première intervention avec de l'usage unique très sophistiqué. Après, on enlève tout, on remet des gants propres, on déballe du matériel neuf et on fait le deuxième côté après. C'est deux événements indépendants, c'est comme si vous lancez 2 dés à la suite. Voilà. Au lieu de les faire à une semaine d'écart, on le fait à 10 ou 15 minutes d'écart, mais voilà. Ça arrange le malade et c'est comme deux opérations différentes. Oui. et Le patient ponctuelles. se déplace une seule fois, il opère une bonne fois pour toutes et il voit bien d'emblée des deux côtés. Vous Tout de les suite avez. après? Non. Il ressort, Ça dépend il de faut la panser technique l'œil? utilisée. Non, dans tous les cas, le patient ressort sans pansement. D'accord. Il peut sortir de la salle d'intervention et même de l'hôpital tout à fait normalement comme ça, sans lunettes. La vision n'est pas encore suffisante pour qu'il puisse conduire, donc on préfère évidemment qu'il soit raccompagné à la maison, mais il y a des techniques qui permettent d'avoir une récupération extrêmement rapide après l'intervention. C'était ça un peu la question que j'allais poser. La vision normale, parfaitement normale, est-ce qu'elle est immédiate ou bien il y a un petit temps de récupération quand même? Oui, tout à fait. C'est pas comme si on n'avait rien fait. Donc, suivant la technique utilisée au laser, que vous allez voir dans le reportage, le délai de récupération d'avoir une vision égale à 10 sur 10, par exemple, de loin, une vision normale, va se faire entre 1 ou 2 jours ou une petite semaine. Voilà. Maintenant, nous, on sait avec des tests très très fins qu'une fois la cicatrisation achevée, la qualité de la vision sera encore meilleure quelques mois après quelques jours. Voilà. Mais le patient peut vivre une vie normale sans lunettes entre 1 ou 2 jours et une semaine après l'intervention, selon la technique utilisée. Ça se bonifie avec le temps. Le service d'ophtalmologie du CHU de Pointe-à-Pitre a très bonne réputation, Eh bien, écoutez, je suis content que... notamment Vous grâce le à dites. vous. Non, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est vrai que lorsque les statistiques leur sont envoyées, oui, le Point nous classe pour cette spécialité dans les 10 ou 15 premiers centres français et publics. C'est vrai qu'on fait cette intervention depuis largement plus de 20 ans. C'est vrai que notre laser est fiable, précis, et donc nos résultats sont vraiment excellents. Donc si les patients satisfaits nous permettent d'avoir cette bonne réputation en Guadeloupe, ben, j'en suis le premier satisfait, bien entendu, mais on travaille pour ça tous les jours. Et on Bien, peut merci. dire à la population que vous continuez à fonctionner normalement, malgré les difficultés Oui. de votre CHU. Oui, tout à fait. Notre laser n'est pas au bloc opératoire, donc nous fonctionnons tout à fait normalement, comme avant l'incendie, puisque le laser se trouve dans le service d'ophtalmologie. Donc, de ce côté-là, le fonctionnement n'a pas été modifié par tous les malheureux événements que nous avons tous connus. Eh bien, merci beaucoup, Merci beaucoup. docteur. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle thématique et on se quitte, comme d'habitude, avec notre synthèse en créole. Messieurs et dames, encore des autres, bien bonjour. Jeudi jour, nous demandons professeur Thierry David, ophtalmologiste, docteur Azier, de dire nous des mots assis myopie. Il dit nous à part maladie, c'est un défaut Azier, ou quoi voir flou, là où regarder au loin. Et plus qu'on regarde au près, plus qu'on voit bien. Ça qui a passé, c'est que l'image à ça ou qu'on regarder pas tomber à si rétina, mais devant rétina. À un moment là, ça, il faut voir docteur Azier, un ophtalmologue ou bien un orthoptiste. Vous pouvez chercher sur panier d'autres problèmes en yeux. En temps longtemps, là où tu es myope, tu es capable des lunettes épais. Et après, tu viens à si lentilles de contact. Jeudi jour, tu as opéré au poupée vrai qu'on avant et ça est fait en fois. Comme ça, ou pas porter lunettes encore. Nous bout pour jeudi jour, on nous rétévéatif pour qu'on l'arrête toujours docteur.